Deuxième trait de caractère qu'ont en commun absolument tous les artistes et producteurs à succès à l'échelle mondiale, et j'ai même envie de dire à travers le temps et l'histoire, c'est qu'ils ont tous une excellente gestion de leurs finances. Je répète, ils ont tous une excellente gestion de leurs finances. Alors il y a ceux qui me diront, bah oui, mais tu comprends, Feli Winter, elle a été ruinée, machin, il a été ruiné, Michael Jackson a été ruiné, patati patata. Alors quand je parle d'artistes ou de producteurs à succès, je parle d'artistes en autoproduction qui se sont construits, entre guillemets, seuls, c'est-à-dire avec la propre force de leurs efforts. Évidemment que quand tu es un artiste, que tu as dès le départ un manager, un producteur, un éditeur, un attaché de presse, un machin, etc. et que tu n'as jamais eu à faire d'efforts seul, le jour où tu atteins un certain niveau de fortune, bah, tu confonds vite chiffre d'affaires et bénéfices, tu oublies les impôts, tu oublies les différentes dépenses, tu oublies les périodes de vache maigre, comme on dit, tu oublies tout ça. Donc non, là je parle vraiment de gens comme vous et moi, artistes en autoprod ou producteurs de musique en autoprod qui démarre de rien, qui se construit seul et qui va chercher une certaine forme de succès. Eh bien, tous ont en commun cette forme de frugalité ou de maîtrise de leur gestion financière. C'est-à-dire que très souvent, et franchement, j'en connais beaucoup en France et maintenant beaucoup à l'étranger aussi, et ils sont tous pareils. C'est-à-dire que dans les clips, tu peux voir des grosses voitures, des grosses maisons, des meufs magnifiques ou des mecs magnifiques, voilà. Dans la vraie vie, ils n'ont pas forcément une voiture hyper flashy, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en Ferrari, en Porsche ou en Lamborghini. La plupart du temps, ils ont des belles voitures, mais ça reste relativement modeste compte tenu de leur niveau de succès et de leurs moyens financiers. Ils ont une belle maison, mais relativement modeste compte tenu de leurs revenus et de leurs moyens financiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la villa sur la plage avec les 2 piscines, le maître d'hôtel, etc., etc. Non, ils ont des belles maisons, ils vivent dans des beaux endroits, mais c'est jamais flashy, entre guillemets. Et en fait, tout leur mode de vie est un peu comme ça. Il y a le personnage scénique et public, où là, sur les réseaux sociaux, oui, il faut montrer que tu es là, tu es dans un jet, dans un truc, dans un machin, etc. Dans la vraie vie, ils s'en foutent, littéralement. Ils s'en foutent. Ils ont un deuxième point commun, c'est que très souvent, et ça m'a surpris avec certains gros artistes la première fois que j'ai eu la chance de collaborer avec, c'est que très souvent, ils vont préférer louer ce qu'ils peuvent louer plutôt que de l'acheter. Et puis pire encore, et vraiment ce sont des immenses artistes, ils vont préférer emprunter quelque chose plutôt que de le louer. Ils ont vraiment cette forme de frugalité qu'ont les artistes et les producteurs indépendants qui réussissent dans la musique. Alors ça vient pas tout de suite. Très souvent, en tout cas moi je l'ai vécu un peu comme ça aussi, très souvent les premiers gains qu'on fait dans la musique, on a tendance à les claquer vite. Parce qu'on croit que ça va être éternel, parce qu'on a un manque, entre guillemets, et on pense que le mal-être qu'on vit, on va le combler avec de l'argent, en voyageant beaucoup, en dépensant beaucoup d'argent, en s'achetant une belle montre, des beaux vêtements, une belle voiture, etc. Et puis une fois qu'on a atteint ce niveau de luxe, on réalise qu'en fait, le mal-être est toujours là. Et ça ne soigne pas, entre guillemets, les mots MAUX. Donc, à partir de là, on revient à des choses qui nous paraissent plus naturelles. En fait, on s'en fout d'être dans une grosse voiture, machin. Tout ce qu'on veut, c'est être confortable. On s'en fout de voyager dans 57 pays, machin, etc. Tout ce qu'on veut, c'est vivre des belles expériences avec nos proches et avec les gens qui comptent. On s'en fout d'avoir des beaux vêtements, des machins, tout ça, bidule. Tout ce qu'on veut, c'est que sur nos représentations publiques, ça claque, mais en privé, je peux vous garantir que la plupart des stars, surtout les chanteuses, en public, alors je vais le dire méchamment, mais elles sont dégueulasses. Enfin, je veux dire, elles s'en foutent complètement. Elles sont en pyjama toute la journée quand elles sont pas en tenue de sport. Elles ont une chaussette rouge, une chaussette verte. Elles sont pas coiffées, pas maquillées. Elles s'en foutent complètement. Donc, en réalité, tout ce qu'on voit, entre guillemets, de la fame, de la vue publique, des réseaux sociaux, etc., des artistes comme étant des superstars hollywoodiennes, etc., j'ai pas envie de dire que c'est du fake, parce que c'est pas forcément du fake, mais c'est pas ce qui compte le plus pour eux. Ça va compter pour tous les artistes éphémères. Vous savez, ceux qui vont arriver là, faire des carrières de 3 à 5 ans, puis disparaître. Ceux-là, oui, ils raffolent de ça, ils en ont besoin, parce que ça leur permet d'avoir un shoot de dopamine et de se sentir bien. Mais les vrais artistes à succès, les vrais producteurs à succès, vous voyez, les Quincy Jones, ces gens-là, ils en ont rien à foutre, littéralement. Ils s'en foutent complètement. Ils sont dans un mode maîtrise de leurs finances parce qu'ils ont compris que l'argent apportait la sécurité financière dont ils avaient besoin pour leur famille et pour eux-mêmes. Alors, je vais vous donner mes 4 gros conseils pour avoir une bonne gestion de vos revenus si vous voulez un peu vous calquer sur leur modèle. Premier conseil, ayez plusieurs sources de
de revenus. Si vous avez déjà suivi la formation PIS, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà suivi, eh bien c'est le premier truc dont je vous parle, les 5 sources de revenus dans la musique. En réalité, il y en a bien plus parce que dans chaque source, on va avoir des sous-sources. Mais ayez plusieurs sources de revenus dans la musique. J'ai par exemple des dizaines de sources. Rien que sur un exemple. Relever royalties sur des ventes digitales. J'ai bien sûr un flux de revenus de ventes digitales qu'on va appeler les ventes digitales, mais j'en ai qui proviennent de dizaines et de dizaines de sources parce que chaque artiste représente une source, chaque distributeur avec lequel je travaille représente une source, chaque licencié ou label ou maison de disques avec lequel j'ai collaboré sur des projets représente une source, si bien que 2 fois par an, en fait, ce n'est pas une source de revenus que j'ai. Dans la grosse catégorie vente digitale, j'en ai des dizaines. J'ai dans tel label ou tel label, plusieurs sources de revenus dans chaque label. Pareil pour les distributeurs. Si à côté, je me mets sur le booking, c'est pareil. Je n'ai pas juste un artiste que je fais tourner. J'en ai plein. Donc, si tu as, 10 artistes qui tournent dans l'année sur lesquels chacun, tu prends ne serait-ce que 10 ou 20% de commission et que chacun va faire une vingtaine de dates, finalement, tu démultiplies les sources de revenus que tu as. Pareil, tu ne places pas un titre sur une compilation, tu vas essayer de le mettre sur une cinquantaine dans l'année. Et puis, les droits, c'est pareil. Si tu as une œuvre en catalogue, ce n'est pas la même chose que si tu en as 1000, 5000 ou 10 000. Tu démultiplies tes sources de revenus. C'est le seul moyen, enfin, c'est le moyen le plus efficace, pas le seul, mais c'est le moyen le plus efficace de s'enrichir déjà, d'avoir une activité sereine et puis surtout, quand les temps vont être difficiles, c'est le seul moyen de s'assurer une certaine forme de stabilité. Deuxième gros conseil, maîtrisez vos dépenses. Maîtrisez vos dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'il y a des dépenses qu'il faut voir comme des investissements. Et cela, il faut les travailler, il faut mettre de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de mettre sur la table de gros investissements parce que plus les investissements seront lourds et intelligemment diligentés, comme on dit, et plus les retours sur investissement seront lourds. Seulement, il faut, en tout cas c'est ce que je vous conseille de faire, il faut prendre le temps régulièrement dans l'année pour réévaluer vos dépenses et pourquoi pas les couper, les réduire ou, quand c'est nécessaire, les augmenter. À titre personnel, j'utilise un tableau de trésorerie et chaque semestre, j'essaye maintenant de le faire chaque trimestre, je trouve que c'est plus précis, mais au moins chaque semestre, donc 2 fois par an, je vais lister absolument toutes les dépenses récurrentes, pas les dépenses exceptionnelles. Parce que quand tu as un tournage de clip et que tu claques 5 000 €, c'est une dépense exceptionnelle. C'est un investissement même. Tu ne vas pas le faire, chaque mois, entre guillemets. Mais tu as des dépenses récurrentes, par exemple les frais comptables, les frais bancaires, les salaires, les charges sur les salaires, des abonnements sur des logiciels internet, etc. etc. Si tu es chez Musicecure, par exemple, tu as un abonnement mensuel ou annuel récurrent qui revient. Bien, l'idée, c'est que 2 fois par an, tu fais un check de toutes tes dépenses. Vraiment, tu les prends, tu les listes sur une feuille de papier et tu mets en face tous les montants. Et puis pour chaque dépense, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te demander, est-ce que ça te rapporte au moins le double de ce que ça te coûte? Première question. Deuxième question, est-ce que ça te rapporte au moins ce que ça te coûte? Et troisième point, est-ce que ça te coûte plus que ça ne te rapporte? Et puis la dernière question qui est très utile derrière, c'est est-ce que ça m'est vraiment utile? Et en général, quand tu fais ça, tu vas réaliser qu'il y a certaines lignes de dépenses récurrentes qui, clairement, vont te rapporter beaucoup. Moi, personnellement, c'est la publicité. Quand j'investis, 1 000 € en publicité, je sais que ça me rapporte au moins 2 à 3 000 à moyen court terme. Donc ça, je laisse. C'est des dépenses OK. Mais parfois, sur des nouveaux angles d'attaque de publicité, je vais perdre de l'argent. Par exemple, j'ai utilisé une nouvelle plateforme, je teste et je dis là, ça fait 6 mois qu'on est dessus, on dépense, 300 € par mois et on voit absolument aucun retour sur investissement. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on maintient? Voilà, l'idée est là. Et puis, il va y avoir des dépenses sur lesquelles on va être à l'équilibre. Par exemple, j'ai un logiciel de gestion de mail qui me coûte à peu près 5 000 € par an. Et je vais être franc, tous les semestres, j'ai envie de le couper et de revenir à un truc beaucoup moins cher. Mais tous les semestres, je me dis, en même temps, la base mail, c'est quand même important, ça fonctionne. Je ne pense pas que j'amortisse vraiment mon coût, mais je ne pense pas que je sois en perte vraiment parce qu'il y a un retour direct et indirect qui n'est pas négligeable. Bon, ok, on n'y touche pas. Et puis, de temps en temps, je vais avoir des dépenses. Là, j'ai eu le cas, par exemple, sur un software et ça me coûtait à peu près 100 € par mois. Puis je me suis dit, mais en fait, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que je n'ai pas un autre moyen d'obtenir le même niveau de service avec un autre software ou avec le même, mais sur une offre moins importante, en diminuant le budget? Et si la réponse est oui, eh bien je diminue ou je coupe. Par exemple, moi j'ai eu le cas là il n'y a pas longtemps, je voyais que je claquais, 20 balles par mois sur Netflix. J'avais 4 ou 5 écrans, HD, machin, tout ça. Finalement, est-ce que j'ai pas besoin que d'un seul écran? Si. Donc j'ai réduit et je suis à 7 ou 8 € par mois au lieu de 20 €. C'est une petite économie, c'est vrai,
10-12 euros par mois, sauf qu'à la fin de l'année, ça fait 120 euros. Et puis, au bout de 10 ans, ça fait 1200 euros. Et 1200 euros, si je multiplie ça sur 50 ans, ça fait un beau billet. 6000 balles avec des intérêts composés, à l'échelle d'une vie, ça peut représenter une véritable fortune. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous allez voir, vos revenus vont littéralement changer. Et ça peut s'appliquer à tout. Les frais comptables, est-ce qu'on ne peut pas renégocier un petit peu? Parce qu'en ce moment, ça va moins bien que l'année précédente. Donc, il n'y a pas de raison que quand on fait plus de chiffres, le comptable augmente, mais que quand on en fait moins, il ne diminue pas. Tout ça peut se discuter. Les frais bancaires peuvent se discuter, s'identifier. Et puis, il y a beaucoup de frais que vous avez en perso, que si vous avez un label, vous pouvez mutualiser avec votre label. Par exemple, là, je suis chez moi, c'est aussi mes bureaux, j'ai des bureaux à l'étage. Eh bien, la dépense Internet, elle peut être divisée en deux. La dépense, là, la machine à café, elle peut être divisée en deux. La dépense d'électricité, de chauffage, elle peut être divisée aussi. Tout ça peut s'optimiser et vous permettre de maîtriser à la perfection vos dépenses. Troisième conseil pour la gestion de vos revenus, et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on revoit énormément dans les interviews d'artistes et de producteurs à succès, c'est d'économiser une partie de vos gains. Je répète, économiser une partie de vos gains. Peu importe le montant que vous touchez, il ne faut pas attendre d'être riche pour le faire. C'est une habitude à prendre dès vos premiers revenus. Peu importe que tu touches 100 euros de droit, 1000 euros de droit, 10 000 euros ou 100 000 euros de droit, prends l'habitude d'épargner un montant, peu importe le montant, mais l'idée c'est qu'il grossisse à mesure que tes revenus grossissent, 10%, 20%, 30%, 50%, et tu le mets de côté. On verra un peu plus tard ce qu'on peut en faire, mais au départ, tu le mets de côté. Parce que ça va très vite. En fait, ça va très très vite. Vous le verrez si vous avez touché des gros revenus de droits d'auteur. Mais moi, la première année, ça m'a surpris. Tu touches, je sais pas moi, 100 000 euros par exemple. Tu crois que tu as 100 000 euros dans ta poche et que tu peux vivre avec. La vérité, c'est que c'est faux. Parce que l'année d'après, tu as des impôts qui te tombent dessus. Et puis, tu as l'IRSEC. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IRSEC, c'est les caisses de retraite de prévoyance. Et puis, tu vas avoir, je sais pas, une forme de charge complémentaire qui va apparaître, un truc sur ta mutuelle, un changement de régime de sécu, tout ça, machin. Puis, tu vas réaliser qu'en fait, un impôt pris d'avance l'année d'après. Donc, en fait, sur tes 100 000, il y a déjà 50 000 qui sont partis. Donc, si tu ne prends pas l'habitude dès le départ de prendre une partie, de l'épargner et d'en faire quelque chose de constructif, tu vas te retrouver, tant que ça va bien, à pas voir tout cet argent passer entre tes mains et disparaître. Parce que tant que ça continue de rentrer, imagine un tapis roulant, tu sais, comme quand tu vas à la caisse d'un magasin Leclerc, Carrefour ou peu importe ce que tu as chez toi, ça passe en fait, tu vois, ça passe, tu les vois passer, tu peux les toucher, mais tu les reposes, tu les prends, tu les reposes. Tant que ça passe sur le tapis, c'est cool. Mais le jour où il n'y a plus rien à prendre et qu'on t'impose de remettre, ce jour-là, tu es dans la merde, littéralement. Donc vraiment, prends l'habitude d'épargner une partie de ce que tu gagnes. Et le quatrième et dernier conseil, surtout si tu as un label, c'est de ne pas se servir trop tôt. Il faut vraiment prendre l'habitude de nourrir la bête, comme dirait un de mes mentors, Grant Cardone. Nourrir la bête, feed the beast, feed the beast, feed the beast. Pourquoi? Parce que l'une des plus grosses erreurs qu'on voit apparaître, moi je l'ai vécu aussi cette erreur. Je me souviens d'une interview d'Eminem qui raconte l'avoir vécu aussi. Plein de gens vivent cette erreur. C'est que tu es là, tu développes ton activité et puis tu galères. À un moment donné, ça pète, ça marche. Tu gagnes beaucoup d'argent parce que quand ça marche, ça rapporte vraiment beaucoup. 50 000, 100 000, 200 000 euros dans une seule année, puis ça continue une année encore. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai tellement donné pour mon activité que maintenant, il faut que mon activité me donne. Donc, je vais faire un crédit pour m'acheter une belle maison, je vais m'acheter une belle voiture, je vais partir en vacances, je vais m'acheter de beaux habits, je vais m'acheter un beau bijou, je vais me récompenser, puis je vais passer du bon temps, puis je vais racler la note au resto pour un pote ou deux, etc., etc. Et puis au final, l'activité ralentit et tu n'as plus la force financière de réinvestir dans ton développement. Et c'est ça, nourrir la bête. C'est que la bête, c'est ton activité, c'est ton label, c'est ton nom d'artiste, entre guillemets. C'est tout ce que tu fais pour te déployer. Mais si tu te nourris trop tôt et que tu arrêtes de nourrir la bête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'engraisser, c'est vrai. Tu vas avoir une belle maison, une belle voiture, bien voyager, prendre de bonnes vacances, passer du bon temps, je sais pas moi, aller au spa, au resto, etc. Et puis au bout de 2 ans, la bête va te dire, là je suis en difficulté, tu vois, là j'ai mal, je suis blessé, faut qu'on réinjecte, faut qu'on mette de la thune dans des clips, dans de la promo, dans des partenariats, dans des voyages pour aller là-bas collaborer avec un tel ou là-bas conquérir une autre zone. Et toi tu vas être là, mais ouais, mais moi j'ai plus de thune, tu vois, la thune je l'ai prise, je l'ai mise dans mon ventre entre guillemets, je me suis nourri moi-même. Et la bête te dit, ouais mais là moi si tu me nourris pas, je vais mourir. Et tu n'as plus la capacité de la nourrir. Et là, tu es foutu. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes et de producteurs qui ont connu une première forme de succès et qui déclinent parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de nourrir la bête. Donc le quatrième et dernier conseil, c'est vraiment ça. Autant tu vas prendre une partie des gains
pour toi, à titre personnel, autant tu vas prendre une grosse partie des gains aussi pour nourrir la bête. Tu vas réinvestir dans ton développement, réinjecter dans des nouveaux clips, de la nouvelle promo, des nouveaux partenariats, etc. etc. Si tu appliques ces 4 conseils à la lettre, qui sont 4 conseils que je n'ai pas inventés, mais que j'ai vraiment synthétisés, des études que j'ai faites pendant des heures et des heures sur les plus gros artistes et producteurs de la planète, si tu appliques leurs 4 conseils, tu vas cartonner. Alors j'en vois déjà qui se disent « bah ouais, mais moi, tu vois, j'ai encore jamais été confronté à ça, je ne sais pas vraiment comment faire, c'est quoi le plan d'action, est-ce que tu as un premier pas pour démarrer ?» Oui, le premier truc à faire, c'est de vous engager à ne jamais, au grand jamais, confier la gestion de vos finances à quelqu'un. Jamais. Personne n'est mieux placé que vous pour gérer vos finances. Deuxième conseil, formez-vous à l'éducation financière. Parce que comme la règle numéro 1 vous exhorte de ne jamais confier la gestion de vos finances à quelqu'un d'autre, si vous la gérez vous-même, deuxième conseil, deuxième règle, apprenez à gérer vos finances. Apprenez ce qu'est un investissement immobilier, apprenez comment détaxer, comment défiscaliser, comment faire ce qu'on appelle du déficit foncier, apprenez comment fonctionne la bourse, les mécanismes bancaires et boursiers, apprenez ce qu'est un ETF, apprenez comment tout ça fonctionne. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser et suroptimiser, même surcapitaliser sur les gains que vous allez faire dans la musique. J'arrête pas de le dire, mais vous n'avez pas besoin d'être riche pour vivre de votre musique. Quelqu'un qui gagne 1 500, 2 000 euros par mois avec sa musique, mais qui a une bonne intelligence financière, aura bien plus de sécurité, de succès et de richesse que quelqu'un qui gagne 100 000 euros d'un coup et qui n'a pas d'intelligence financière. Troisième point, faites attention de bien gérer les grosses rentrées d'argent. Ça, c'est le plus gros piège que vous allez pouvoir affronter. Bien gérer les grosses rentrées d'argent. Parce que parfois, surtout quand vous n'avez pas encore de compte SACEM ou de compte éditeur, moi, ça a été le cas par exemple avec mon compte éditeur, vous allez accumuler des droits pendant un certain nombre d'années. Moi, je crois que c'était au bout de 3 à 5 ans, je ne sais plus. J'ai ouvert mon compte éditeur, j'ai touché 4 ou 5 années de droits d'un coup. J'ai eu un montant à 6 chiffres qui est tombé, qui est sorti du ciel, littéralement. C'est juste incroyable quand ça vous arrive. Le truc, c'est que si vous ne savez pas gérer ce type de montant qui rentre, vous êtes foutu. Vous devez déjà avoir un plan avec des règles établies sur qu'est-ce que je fais à partir de ça. C'est précisément ce que je vais vous donner maintenant. Pour moi, chaque euro qui rentre doit être traité de la façon suivante. 30% doit être mis de côté immédiatement sur un compte à droite ou à gauche, comme vous voulez, que vous ne voyez pas, pour vos impôts. 30% d'office. Très souvent, ce sera moins. Parfois, ce sera plus. Mais si vous prenez l'habitude de mettre de côté 30%, peu importe ce qui vous arrive, vous aurez déjà les reins solides pour faire face. S'il faut rajouter un peu, vous aurez la possibilité de le faire. S'il faut donner moins, ça vous donnera un peu d'avance pour la suite. 30%. Donc en gros, quand je gagne 1 000 euros, j'ai 300 euros qui partent sur un compte pour mes impôts. Ensuite, je vais avoir 300 euros qui repartent pour nourrir la bête. Souvenez-vous, on va nourrir la bête. Peu importe le montant de revenus, que ce soit sur 1 000 euros, sur 100 000 euros ou sur 1 million d'euros. C'est exactement la même chose. Et pour ceux qui se posent la question, ça marche pareil sur 100 euros. Sur 100 euros, tu remets 30 euros pour nourrir la bête, soit en publicité, soit en marketing, soit en innovation, soit en recherche et développement, soit en réseautage, soit en partenariat. Peu importe, mais tu les remets dans la machine, quoi qu'il se passe, pour que ça régénère de nouveau une forte somme. Et puis, donc là, on a 30%, donc 60% sont partis. Les 40% qui restent, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va les prendre pour soi. Et pour soi, qu'est-ce qu'on va faire? Une partie va être épargnée et une partie, vous allez pouvoir la dépenser. À titre personnel, au départ, ce que je faisais, c'est que je prenais 20 à 30% pour mon mode de vie, c'est-à-dire pour payer mon loyer, mes charges, ma nourriture, habiller mes enfants, etc., etc. Et 10% en épargne que je réinvestissais par la suite. Et puis avec le temps, j'ai eu moins de besoins finalement, ou alors les montants ont été augmentés, je pouvais faire 20-20. Sur les 40% qui restaient pour moi, 20% pour mes charges quotidiennes, 20% pour mes investissements. Maintenant, je suis plus de l'ordre de 5% pour moi et 35% pour mes investissements. Et je pense que d'ici l'année prochaine, je vais passer à 1% pour moi et 39% pour mes investissements. Peu importe la ligne de partage que vous allez mettre en place, l'idée à comprendre, c'est que vous devez avoir un plan dès maintenant, là, tout de suite défini. Parce que demain, si je gagne au loto et que j'ai 10 millions d'euros qui rentrent,
Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 3 millions et les réinvestir dans mes activités professionnelles, dans mes entreprises, dans mon développement, vraiment pour booster les choses. Je vais peut-être acheter un bureau, je vais peut-être acheter un bâtiment, je vais peut-être m'offrir des spots TV, de la pub dans le métro, peu importe. Mais 3 millions d'euros va aller là-dedans. 3 millions d'euros va aller pour les impôts d'avance. Boum, c'est un compte de réserve. Et le jour où quelqu'un vient me prendre la tête, je sais que j'ai de quoi le faire patienter, voire l'abreuver dans son entièreté. Et puis après, sur les 6 millions qui restent, là, pour le coup, comme c'est un revenu qui est tombé du ciel, je vais les réinvestir. Je vais les mettre de côté sur un compte d'investissement et je vais probablement acheter des fonds indiciels en bourse, probablement acheter des terrains, probablement acheter des immeubles ou des maisons, bref, des biens immobiliers pour que ça continue de rentrer. Voilà l'idée globale et générale. Avant de vous laisser, je sais que c'est une vidéo qui a été longue, mais avant de vous laisser, je vais rajouter un dernier élément. Au départ, quand j'ai démarré, que j'enchaînais 3 boulots, que j'étais serveur, que je nettoyais littéralement des chiottes et que j'ai fait plein d'autres choses d'ailleurs, je gagnais pas beaucoup d'argent. C'est peut-être votre cas. Peut-être que vous gagnez 600 € par mois, 800 € par mois, 1000 € par mois, 1200 € par mois, ou peut-être même que vous gagnez 3000 € par mois, mais que vous avez tellement de dépenses, une famille à nourrir, des parents à entretenir qui sont parfois malades ou en difficulté, peu importe la raison, mais peut-être que pour vous, épargner 40% de ce que vous gagnez, ça vous paraît énormissime. Même épargner 10% de ce que vous gagnez, ça vous paraît énormissime. Vous savez ce que vous pourriez faire? C'est un conseil que j'ai appris en lisant un livre de Brian Tracy qui s'appelle Avale ton crapaud, un truc comme ça. Enfin bref, je ne me souviens plus du titre, mais allez lire Brian Tracy, c'est une vraie source d'inspiration. Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que vous pourriez très bien vous engager dès maintenant à épargner 50% de vos revenus futurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être incapable d'épargner, mais rien ne vous empêche, vraiment rien ne vous empêche de vous dire « Ok, pour l'instant, je gagne 1000 € par mois, mais tout ce qui viendra au-dessus de ces 1000 €, prime d'État, aide, CAF, augmentation de revenus, j'ai vendu une date, j'ai vendu un truc au hasard, machin, je sais pas, moi j'ai fait une demande de financement sur la formation PIS, j'ai été remboursé. Peu importe ce que vous allez faire, tout ça, vous vous engagez dès maintenant à mettre 50% de côté. Et vous allez voir quelque chose de prodigieux se passer. Parce que la dernière fois que j'étais en séminaire, j'ai posé la question, j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient présentes, il y avait une petite centaine de personnes présentes, je leur ai demandé qui gagne plus aujourd'hui qu'il ne gagnait lors de son premier job. Tout le monde a levé la main. Absolument tout le monde. Tout le monde, avec le temps, va avoir des revenus plus importants que quand il avait 17 ou 18 ans et qu'il faisait son premier boulot. Moi, à titre personnel, mon premier job, c'était de ramasser des pommes. J'avais 17 ans et je gagnais le SMIC. Aujourd'hui, mon niveau de revenu est bien plus important que le SMIC que je gagnais à l'époque. Imaginez si j'avais pris l'habitude de mettre de côté 50% de toutes les augmentations que je faisais. Je serais peut-être richissime aujourd'hui. Je le suis peut-être, vous me direz, je ne sais pas trop. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire que même si aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité, dans le temps, vous l'aurez. Et si vous ne prenez pas dès maintenant l'habitude d'épargner vos futurs revenus, vous allez être comme tous ces gens qui, 10 ans ou 20 ans plus tard, gagnent 3 fois plus que leur premier job et sont toujours en galère. Ils sont là, ils gagnent 4000 balles par mois. Putain, j'en peux plus. Oh là, entre les impôts, entre la voiture, la maison, le truc, le machin, le gosse, les voyages, je suis sous le coup. Non, vraiment, j'en peux plus. Mais donnez-leur 10 000 balles par mois à ces gens-là, vous verrez. Ils seront toujours dans la même merde. Ils vont dire « Oh putain, j'ai pris une plus grande maison, plus gros crédit, plus grosse voiture. Je suis parti plus souvent en vacances. Oh putain, je suis dans la merde, j'en peux plus, machin. » Mais comment ils font tous les autres? Voilà, c'est la même chose. Alors que si celui qui gagnait 2000 € par mois ou 3000 s'était engagé à mettre de côté la moitié de tout ce qu'il allait avoir en plus, arrivé à 10 000 balles par mois, il a 5000 € de capacité d'investissement tous les mois qui rendent 60 000 € par an à sa disposition. Avec 60 000 balles, tu achètes un petit studio en province. Donc t'imagines, tous les ans, tu peux en acheter un pendant 20 ans. Imagine comment tu vas finir ta vie. C'est ça l'idée. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider. Pour moi, c'est des choses précieuses que j'ai appris il y a de ça plusieurs années maintenant, mais que je continue d'appliquer aujourd'hui et qui m'assurent sérénité, pérennité, tranquillité et sécurité financière. À vous de jouer.